Un mot également sur l'inflation, puisque le chiffre d'inflation est tombé également ce matin en même temps que le chiffre de la croissance. Cela reste notre sujet de préoccupation numéro un. L'inflation est élevée, elle reste à un niveau élevé de 6,1 en glissement annuel, et même si c'est le taux d'inflation, je le rappelle, le plus faible de tous les pays de la zone euro, c'est un chiffre qui crée beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de préoccupations chez nos compatriotes. C'est un chiffre qui justifie encore plus les mesures de pouvoir d'achat qui ont été adoptées à l'Assemblée nationale et qui vont maintenant être étudiées la semaine prochaine au Sénat. Nous sommes dans le pic inflationniste, je le dis depuis plusieurs semaines. Nous sommes dans ce pic inflationniste et l'inflation restera à un niveau élevé jusqu'à la fin de l'année 2022. En revanche, je confirme que nous anticipons une baisse de l'inflation dans le courant de l'année 2023, à la faveur d'abord de la diversification de l'approvisionnement énergétique, le porte-parole vient d'en parler, de la réorganisation des chaînes de valeur. Elle prend du temps, mais une fois que les chaînes de valeur sont réorganisées, les tensions sur les prix sont moindres, et des conséquences aussi des décisions de politique monétaire qui ont été prises par la Banque centrale européenne il y a quelques jours. Donc je confirme le pic inflationniste, je confirme que ce pic inflationniste devrait durer jusqu'à la fin de l'année 2022, comme nous l'avons dit aux Français depuis maintenant plusieurs mois. En revanche, nous anticipons bien une baisse de l'inflation à compter de 2023. C'est donc un cap difficile qu'il faut passer et pour lequel nous prenons toutes les mesures nécessaires pour accompagner nos compatriotes. C'est le projet de loi sur le pouvoir d'achat qui a été adopté il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. Un mot donc sur le programme de stabilité. Ce document, qui porte un nom un peu barbare, est un document fondamental, parce que c'est lui qui trace les perspectives de finances publiques pour la France sur la durée du quinquennat. Il cadre nos finances publiques pour la période 2022 à 2027. Et ce document est, je crois, le gage du sérieux budgétaire auquel le président de la République s'est engagé dans sa campagne et qu'il a rappelé à l'occasion de son intervention du 14 juillet. Quelle est la trajectoire que nous retenons ? Revenir sous les 3% de déficit public dès 2027 et amorcer la baisse de la dette publique à partir de 2026, avec en ligne de mire un objectif stratégique, le plein emploi pour la France en 2027. Je rappelle que le plein emploi, la France ne l'a pas connu depuis le premier choc pétrolier de 1973, que cela fait un demi-siècle que la France vit avec le chômage de masse et souffre du chômage de masse, avec toutes les conséquences économiques, politiques, sociales, de désagrégation du corps social que nous connaissons, de désagrégation des territoires. Atteindre cet objectif du plein emploi est notre objectif stratégique commun avec l'ensemble des membres du gouvernement, sous l'autorité de la Première ministre et du Président de la République. Comment est-ce que nous comptons atteindre ces objectifs de finances publiques et ces objectifs de plein emploi ? Certainement pas en restant les bras croisés, mais au contraire en faisant preuve de ce volontarisme économique dont je vous ai parlé, en engageant des réformes structurelles nouvelles. Je pense en particulier à la réforme des retraites qui doit entrer en application à l'été 2023, en poursuivant des réformes qui ont montré toute leur efficacité. Le ministre du Travail a déjà indiqué que nous engagerions des réformes sur l'assurance chômage de façon à renforcer l'incitation à reprendre un emploi dans une période où je rappelle que la première des difficultés des PME, des entreprises, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Cela justifie de nouvelles mesures sur l'assurance chômage. Nous poursuivrons également la baisse des impôts et la politique de l'offre qui a donné des résultats en matière de relocalisation industrielle, d'attractivité de notre territoire et de reconquête industrielle. Nous engagerons, le programme de stabilité le dit clairement, la baisse des impôts de production et la suppression de la CVAE lors du projet de loi de finances pour 2023. Enfin, nous poursuivrons aussi toutes les réformes portant sur l'éducation et la formation professionnelle. Vous voyez que nous restons totalement déterminés à transformer en profondeur le modèle économique français pour qu'il crée plus d'emplois, qu'il favorise l'attractivité du territoire et qu'il garantisse la reconquête industrielle
qui est un élément clé de notre souveraineté nationale. Le deuxième volet de la stratégie, après les réformes structurelles, c'est évidemment la maîtrise de la dépense. Car les réformes structurelles ne suffisent pas si elles ne sont pas accompagnées d'une maîtrise de la dépense publique. L'engagement que nous prenons dans ce programme de stabilité, c'est une augmentation en volume et en moyenne par an de 0,6 de la dépense publique, toutes administrations confondues. C'est l'augmentation en volume la plus faible depuis 20 ans. Et c'est une preuve très tangible de notre détermination à tenir la dépense publique. Il ne s'agit pas d'austérité, puisque nous ne réduisons pas la dépense publique, il s'agit simplement de responsabilité. Ralentir la progression de la dépense publique de façon à ce que nos comptes soient tenus et de façon à ce que nous puissions réduire l'endettement public. Le troisième volet, évidemment, c'est grâce à ces réformes de structure, grâce à cette maîtrise de la dépense publique, une croissance qui va nous permettre de rétablir nos finances publiques. C'est la conjonction des réformes de structure et de la maîtrise de la dépense publique qui permet ensuite d'avoir une croissance et de réduire nos dépenses publiques. La croissance pour 2023 est fixée à 1,4, pour 2024 à 1,6, pour 2025 et 2026 à 1,7 et pour 2027 à 1,8. Je veux insister sur le fait que ces chiffres sont crédibles, qu'ils sont sérieux, qu'ils sont partagés notamment par l'OFCE et par la Commission européenne, qu'ils sont validés par les résultats que nous venons d'obtenir au deuxième trimestre, où tout le monde nous promettait des perspectives catastrophiques et où la croissance française a résisté. Faisons preuve de volontarisme plutôt que de pessimisme. Faisons preuve de détermination plutôt que de résignation. C'est aussi le sens de ce programme de stabilité. Enfin, je redis que le plein emploi, dans ce programme de stabilité, reste notre objectif stratégique. Il se traduit par un chiffre qui figure dans ce programme de stabilité, 5%. C'est le taux de chômage que nous visons en 2027 pour la France. Pour conclure, je voudrais dire à quel point ce programme de stabilité traduit notre volonté de trouver le bon équilibre entre la restauration progressive et déterminée des finances publiques et la nécessité, pour notre pays, de continuer à investir dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans l'innovation et dans la compétitivité de nos entreprises. Je ne suis pas plus long. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Bruno Le Maire, peut-être ? Bonjour, Benjamin Mathieu pour France Info. Vous avez rappelé la ligne du gouvernement hier au Sénat, pas de nouvelles taxes, notamment dans le cadre des discussions au sujet d'une taxe sur les superprofits. Dans le même temps, Total a annoncé ses résultats pour le premier semestre et des économistes disent que Total ne paye pas d'impôts en France, en tout cas en 2019, 2020, 2021. Je voulais savoir déjà si le ministère de l'économie avait demandé des éclaircissements à Total sur ce point, sur cette fiscalité, et votre réponse à la proposition du président de la commission des finances insoumis, Éric Coquerel, ce matin sur notre antenne, de lancer une mission d'information sur la fiscalité des entreprises, justement en reprenant cet exemple de Total. La première chose que je voudrais dire, c'est que je suis fier des résultats de nos entreprises tricolores. Et je suis surpris de voir à quel point, aujourd'hui, on accable de tous les maux les entreprises françaises qui affichent de bons résultats. Mais de bons résultats pour les entreprises françaises, ce sont de bons résultats pour nos compatriotes. C'est de la création d'emplois, c'est de l'ouverture d'usines, c'est de la possibilité d'investir, de la possibilité d'innover. Plutôt que de se concentrer sur une seule entreprise, moi je préfère regarder les bons résultats de l'industrie du luxe, qui ouvre des entreprises en France, qui ouvre des usines en France, dans des villes moyennes dont on n'arrête pas de dire légitimement qu'elles souffrent aujourd'hui beaucoup de la situation. On est bien content que ces entreprises créent des emplois en France pour nos compatriotes. Je vois qu'une magnifique entreprise historique comme Saint-Gobain affiche de bons résultats, mais tant mieux pour Saint-Gobain. Et tant mieux pour les villes où Saint-Gobain est installé, où elle va créer des emplois. Je vois que Stellantis, l'industrie automobile, a aussi de bons résultats. Mais enfin, je rappelle qu'il y a quelques années, PSA était au bord du dépôt de bilan. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas un peu se réjouir de voir que nos entreprises tricolores affichent de bons résultats? Je vais vous dire, je suis un patriote de l'économie française,
un patriote de l'emploi, un patriote de la création de valeur sur notre territoire. Et quand nos entreprises se portent bien, je m'en réjouis. Alors est-ce que ça veut dire qu'elles doivent s'exonérer de toute contribution à l'effort national? Mais certainement pas. Bien entendu que nos entreprises, quand elles font des bénéfices, doivent contribuer à l'effort national pour les salariés, pour nos compatriotes, dans des temps qui sont difficiles. Je redis que l'inflation est notre sujet de préoccupation numéro 1. Tout le monde doit contribuer à la lutte contre l'inflation. Tout le monde doit aider nos compatriotes. Pas simplement l'État, mais aussi les entreprises. Les entreprises, comment est-ce qu'elles peuvent contribuer? D'abord, elles peuvent contribuer directement. Ça peut être des remises à la pompe. Elles ont été annoncées. Ça peut être des chèques qui ont été proposés, par exemple, par Engie et par sa présidente, Catherine McGregor, il y a quelques jours. Elles peuvent contribuer dans d'autres secteurs d'activité. Je pense, par exemple, au secteur bancaire, sur les frais bancaires. Je pense que le secteur bancaire peut certainement faire davantage en la matière. Voilà les contributions, et je n'en cite que quelques-unes, qui sont très directes. Et croyez-moi, nos compatriotes préfèrent avoir l'argent dans leur poche que dans les poches de l'État. Or, une taxe, c'est de l'argent dans les poches de l'État, ça n'est pas de l'argent dans les poches des Français. Et quand l'inflation est à plus de 6%, l'argent, on le veut tout de suite, légitimement. Une vie moins chère, on la veut tout de suite, légitimement. Je préfère que les entreprises contribuent directement plutôt que de prélever à nouveau une taxe. C'est l'espèce de réflexe pavlovien en France. Dès qu'il y a une difficulté, une taxe. Dès qu'il y a un bon résultat, une taxe. Dès qu'il y a un problème, une taxe, un prélèvement obligatoire, un impôt. Mais assez avec ce réflexe pavlovien qui n'a pas réussi à la France. Nous avons le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé des pays développés. Je pense que ce n'est pas un motif de fierté pour nous et que ce n'est pas la bonne voie. Les entreprises peuvent et doivent contribuer autrement. Je l'ai déjà dit, par des soutiens directs au pouvoir d'achat des Français, mais aussi par la rémunération. Nos compatriotes, légitimement, veulent de meilleurs salaires. Toutes les entreprises qui le peuvent doivent augmenter les salaires. Je le dis depuis plusieurs semaines, beaucoup d'entre elles l'ont fait au printemps dernier, beaucoup d'entre elles s'apprêtent à le faire à nouveau à la rentrée, c'est nécessaire. Toutes les entreprises qui le peuvent doivent augmenter les salaires. Et celles qui s'inquiètent en disant « mais nous on ne peut pas augmenter parce qu'on se dit que dans quelques mois la situation sera plus difficile », eh bien qu'elles utilisent la prime Macron qui a été portée à 6 000 €, prime totalement défiscalisée. C'est un complément de rémunération qui est extrêmement appréciable pour tous les salariés dans ces périodes qui sont difficiles. Enfin, je redis que l'intéressement, la participation sont des mécanismes de justice sociale que toutes les entreprises doivent développer, sans exception, les petites comme les grandes. L'intéressement et la participation, c'est une façon d'associer directement les salariés aux résultats de l'entreprise. Donc vous voyez, plutôt que de revenir systématiquement à de vieux réflexes datés, la taxation, je préfère que nous soyons plus innovants et plus modernes et qu'on utilise les augmentations de salaire pour celles qui le peuvent, la prime défiscalisée ou l'intéressement et la participation. Enfin, un dernier point, sur la proposition du président Coquerel sur une mission d'information sur la fiscalité des entreprises, je suis très favorable. Bien sûr, c'est le rôle du Parlement de faire preuve de transparence sur les sujets. Et si ça permet d'apaiser un peu le débat, de voir la réalité des problèmes plutôt que de systématiquement avoir ce réflexe de la taxation et qu'on regarde ce qu'il en est réellement de la fiscalité des entreprises, qu'on fasse la plus grande transparence sur le sujet, je n'y vois que des avantages. Le Parlement est dans son rôle quand il contrôle, quand il fait preuve de transparence et quand il permet d'apaiser le débat. Et avant même cette proposition, est-ce que vous avez déjà demandé à Total depuis hier? Est-ce que Bercy s'est enquéré de savoir quelle était la réalité de la fiscalité de Total en France? Mais est-ce que vous imaginez que le ministre des Finances ne contrôlerait pas la fiscalité de l'ensemble des entreprises pour s'assurer qu'elle est conforme au droit? J'attends pas d'avoir les résultats semestriels des entreprises pour engager toutes les vérifications d'usage. Elles sont faites en continu. Et des entreprises nationales, comme les entreprises internationales installées en France, respectent le droit fiscal et doivent respecter le droit fiscal. Nous nous en assurons tous les jours, pas simplement lorsque les résultats tombent. Peut-être juste en complément, Monsieur le ministre, à
Alexis Cuvillier de BFM TV. Si vous vous aperceviez dans les prochains mois que les entreprises, les grandes entreprises françaises qui peuvent le faire, n'ont à vos yeux pas suffisamment contribué, est-ce que vous êtes, vous, ouvert à ce que ce sujet de la taxation des superprofits, à ce moment-là, puisse revenir dans le débat ? Moi, je redis que je ne suis pas favorable à ce que systématiquement, on accable nos entreprises de nouvelles taxes. Et je trouve un peu surprenant qu'on ne s'intéresse pas à d'autres sujets. On pourrait s'intéresser, par exemple, à la taxation des géants du digital, dont nous avons saisi le sujet il y a maintenant plusieurs années, qui est un vrai problème. Ça, c'est une véritable difficulté. C'est beaucoup plus difficile à obtenir. Mais très sincèrement, en patriote que je suis, je pense que c'est une voie plus intéressante à explorer. Je pense qu'on pourrait s'intéresser à la mise en place effective, pour laquelle je me bats depuis 5 ans, d'une taxation minimale à l'impôt sur les sociétés, pour éviter l'évasion fiscale, pour éviter l'optimisation fiscale. C'est toujours pas mis en œuvre en Europe parce que la Hongrie le bloque. Ben, faisons le nécessaire pour contourner ce blocage et imposer une taxation minimale en Europe à 15% pour toutes les multinationales. Ça, c'est de la justice fiscale. Et ça, c'est efficace. Je pense qu'il faut faire très attention, vous savez, à défendre et à protéger nos intérêts économiques. Le rôle du ministre de l'économie et des finances, c'est de défendre et de protéger nos intérêts économiques nationaux.